Bonjour à tous. Alors, peut-être question avant de démarrer. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Euh, donc, vous avez un chat en bas à droite qui peut vous servir du coup pour poser vos questions, interagir avec nous. Je pense que tout est bon. Ok. Du coup, ben voilà. Donc, bon, alors, un petit écho, Nathaniel. Est-ce que, ok, bah, vous me direz si l'écho se poursuit. J'ai l'impression que ça a l'air d'être bon. Ok, super, génial. Du coup, on va laisser juste là les 30 secondes un petit peu pour que les gens se connectent, mais je vais d'ores et déjà introduire ce webinaire et nos deux intervenants. Donc c'est un webinaire un petit peu particulier par rapport au webinaire qu'on a l'habitude de réaliser au sein de LexisNexis et puis donc moi spécifiquement sur Closed. C'est un webinaire qui va être moins produit, plus thématique, et on pensait que voilà, c'était très intéressant en cette fin d'année de faire intervenir des experts, de pouvoir un petit peu parler des actualités, des bilans, de ce qui s'est passé cette année autour du marché du private equity, d'un peu leur vision de ce qui peut nous attendre l'année prochaine, et voilà, d'échanger autour de tout ça. Donc je me présente et ensuite je vais laisser Mickaël et Benjamin, je vais leur passer la parole pour qu'ils se présentent en deux mots. Et donc moi je suis donc Nathaniel Merino, je suis un des cofondateurs de Closed, qui est une solution qui a rejoint le groupe LexisNexis déjà il y a maintenant 4 ans, et qui est une solution pour les personnes voilà, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le produit, de gestion d'opérations juridiques et de closing. Et donc voilà, donc sur notre plateforme, nous avons bon nombre d'acteurs du private equity qui utilisent Closed pour mener à bien leurs opérations. Et donc c'est un peu dans ce cadre-là qu'on s'était dit que c'était intéressant de discuter aujourd'hui un petit peu avec Mickaël et Benjamin. Donc Mickaël, si ça te convient, je te laisse peut-être te présenter en quelques mots. Ouais, je m'appelle Michael Lévy, je suis avocat depuis une vingtaine d'années et je dirige un cabinet d'avocats qui est dédié au droit des affaires avec un pôle contentieux des affaires et un pôle transactionnel qui, lui, est quasiment exclusivement dédié au private equity. Je suis ce qu'on appelle, moi, un produit du private equity. Depuis 20 ans, je ne fais que ça. Je ne vais pas faire grand-chose de plus. Merci beaucoup Mickaël. Benjamin, à toi. Bonjour à tous, Benjamin Zayat. Donc moi, je suis directeur associé chez Edmond Rothschild Corporate Finance. Comme Michael, parce qu'on doit être dans les mêmes âges, ça fait une vingtaine d'années que je pratique le M&A côté banque d'affaires. Et je fais également pas mal d'opérations dans le private equity. Chez Edmond Rothschild, on est spécialisé sur les opérations dites mid-cap, donc small et mid-market. Merci beaucoup à tous les deux. Et donc déjà, voilà, un grand merci de vous joindre à moi en cette matinée. Je sais qu'en 17 décembre, tout le monde est très très occupé, à la fois je pense sur les participants et évidemment vous deux, donc merci encore. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que pendant à peu près 40-45 minutes, on revienne un petit peu sur le bilan 2025, votre bilan 2025, et peut-être ensuite un petit peu parler plus en détail de sujets autour des valorisations, de la place de la dette, des enjeux sur les sur, sur aujourd'hui, évidemment, on parle aussi beaucoup d'IA dans les valos, dans les nouvelles opérations. Donc peut-être un petit peu avoir votre vision là-dessus. Peut-être pour démarrer et pour poser le décor, en prenant peut-être un peu de hauteur sur l'année 2025, peut-être voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui selon vous sur le marché du private equity. Peut-être Benjamin, je peux te laisser un petit peu démarrer sur ton bilan et ton calendrier de l'avant private equity. C'est encore quelques chocolats. Écoute, ouais, l'année 2025, elle est un peu dans la lignée de celle de 2024, c'est-à-dire qu'elle est contrastée. D'un côté, les statistiques montrent que c'est la troisième année de suite qu'on voit une baisse du nombre d'opérations en volume. Malgré ça, il y a quand même des signaux d'optimisme, notamment sur certains secteurs qui continuent de résister, parmi lesquels on pense bien sûr à la santé, qui a toujours été un secteur très résilient, la tech, pour laquelle il y a beaucoup d'appétence. Alors après, derrière, il y a la tech et les services tech-enabled, comme on dit. Et enfin, pas mal aussi sur les services B2B. 2025 a été marqué par l'explosion du nombre d'opérations sur le secteur de l'expertise comptable, notamment,
le secteur dont les fonds sont très friands. Au niveau macro, ce qu'on constate quand même, c'est que la plupart des sociétés en portefeuille sont pas mal impactées par les événements macro, alors que ce soit les événements géopolitiques, bien sûr, et en France tout particulièrement, l'instabilité liée au cadre législatif et fiscal qui n'arrange pas les affaires. Et donc, on voit pas mal de sociétés ne pas forcément être dans leur budget avec des sujets de current trading. Et donc, en termes transactionnels, mais je laisserai Mickaël compléter, on constate vraiment une polarisation des dossiers aujourd'hui, avec d'un côté toujours des très beaux dossiers qui partent très vite. Et 2025, on a vu pas mal d'offres préemptives ou de calendriers qui se sont accélérés. Et à l'inverse, de l'autre côté du spectre, des dossiers qui traînent un peu en longueur, voire qui ne sortent pas, avec souvent des attentes de valorisation qui ne sont pas matchées par les acheteurs. Mickaël, toi, par rapport à ça, sur ta vision du coup sur la partie transactionnelle, est-ce que tu partages un petit peu ce constat? Est-ce que toi, c'est également ta vision côté avocat? Oui, alors nous, il faut reconnaître qu'on n'est pas en amont comme Benjamin et ses équipes. Nous, on est plutôt après. Il faut quand même. C'est une année où on a été sursollicité pour une raison assez simple, c'est que les fonds d'investissement ont beaucoup d'argent à investir, ou sont en cours de levée et ont besoin de montrer qu'ils sont en train de déployer. Donc, ils qualifient un peu moins les dossiers en amont. Ils regardent plus tous les dossiers. Par contre, il y a une volatilité dans leur réaction de rentrer dans des dossiers ou de sortir des dossiers qui est beaucoup plus forte qu'avant. Donc, en termes de volume, bon, il y a une sursollicitation. Si on devait considérer le nombre d'opérations sur lesquelles on nous a sollicité et le nombre d'opérations sur lesquelles on a réellement passé le cut, il y a une très grosse déperdition parce que tout le monde regarde tout. Et là où Benjamin a raison, c'est vrai qu'il y a quand même une polarisation sur deux types d'actifs. Il y a les très beaux actifs qui suscitent un tel engouement qu'ils font très très vite. Et ensuite, on a des actifs qui sont plus long terme, sur lesquels on peut maintenant à rester 12, 18 mois pour essayer de trouver un acquéreur ou un investisseur dans le marché actuel. Donc, c'est un marché qui a été dynamique, mais probablement pas dans le côté vertueux du terme dynamique. Ouais, Il a été dynamique, mais mouvementé. Voilà. ouais. Et d'une certaine façon, du coup, dynamique et un petit peu attentiste aussi, c'est-à-dire beaucoup d'activités, peut-être beaucoup de prise d'informations. Est-ce que du coup, par rapport à cette polarisation du marché, on a parlé un petit peu des cibles, est-ce qu'il y a aussi une polarisation du coup au niveau justement des fonds, peut-être de types d'acteurs qui aujourd'hui sont beaucoup plus actifs que d'autres, beaucoup plus agressifs que d'autres, ou est-ce que finalement c'est un peu business as usual par rapport à ça? Bon, il y a une catégorie, je vais prendre la main sur cette partie-là au début et je laisserai Benjamin donner son avis, mais il y a quand même un nouveau type d'acteur qui a émergé en force depuis on va dire, entre 24 et 36 mois et qui arrive vraiment là euh, euh, très souvent en tête dans les process. Ce sont les sponsorless ou les fonds flex equity. Ces fonds qui manient un instrument de taux garanti qui leur assure une rentabilité sur la ligne et des éléments de dette et des éléments d'equity comme un fonds classique. Et ils ont un effet dans leur offre qui permet de reluer les équipes managériales et les fondateurs qui change radicalement la donne. Et nous, ce qu'on a vu là depuis 12-18 mois, c'est que tous les acteurs du private equity sont en train de s'équiper de stratégies dites flex. Ils sont tous en train de monter des stratégies flex parce qu'aujourd'hui, la crainte dans un process, et je pense que Benjamin pourra bien le dire, c'est est-ce qu'il y a tel type d'acteur? Parce que s'il y a des acteurs flex, nous, on ne sait pas, nous, fonds traditionnels equity, où on mettait 10, 15, 20% d'obligations convertibles, on ne sait pas matcher leur offre qui est surrelutive pour le management. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Benjamin, mais on Non, a. complètement. Complètement. Quand on s'était livré au jeu des pronostics il y a 2-3 ans, on s'était dit que le ralentissement de la conjoncture entraînerait l'avènement des fonds minoritaires. Mmh. Puisque pas mal de dirigeants auraient pu se raisonner de la façon suivante, c'est-à-dire de se dire c'est peut-être pas le grand soir pour la grande opération, et donc je vais faire une espèce d'opération intermédiaire minoritaire.
Et en effet, là, Michael a complètement raison. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu l'émergence de cette classe d'actifs qui était peut-être moins regardée avant, avec des dirigeants confiants dans leur BP, cet instrument qui leur permet de reluer leurs équipes de management, de cranter une opération, avec des gens, pour les fonds de sponsorless, qui sont un peu moins sensibles au niveau de valorisation, parce qu'eux vont regarder ça sous l'angle très crédit. Donc, ils vont regarder plutôt la qualité du cash flow que vraiment le taux de croissance, on va dire de l'EBITDA ou de la société en général. Et c'est vrai qu'on a vu une explosion du nombre d'opérations ces 18 derniers mois. Et ça impacte en effet la façon de gérer les process, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, Michael, si tu constates la même chose, mais les fonds acceptent de concourir contre des industriels. Donc, s'il y a quelques industriels dans un process, ils accepteront de jouer. Contre des fonds flex, ils accepteront moins pour 2 raisons. C'est que, 1, le cahier des charges n'est pas exactement le même. Et puis 2, ce sont des gens qui vont être très flexibles sur la gouvernance. Là où un fonds d'equity qui soit majoritaire ou minoritaire, d'ailleurs, il a ses lignes rouges sur la gouvernance qui bougent en ce moment, mais qui sont quand même du mal à passer. D'ailleurs, nous, très souvent, les équipes de Benjamin, quand ils nous sollicitent, on est obligé de faire 2 term sheets de pacte. Un pour la partie flex et un pour la partie full equity, parce que on ne va pas donner les mêmes droits usuellement à des fonds flex qu'à des fonds d'equity. Mais oui, Benjamin, c'est vrai qu'à l'époque, l'épouvantail, enfin l'époque, le terme est peut-être un peu dur, mais il y a 24 à 36 mois en arrière, lorsque vous aviez un industriel ou des industriels dans les process, les fonds sortaient. Ils disaient, nous, on ne veut pas combattre contre les industriels parce qu'ils n'ont pas les sujets de la dette, ils peuvent aller plus vite, ils sont cash efficient tout de suite. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on leur dit qu'il y a des industriels, ça les rassure presque en fait. Ça veut dire que l'actif est de qualité. Il y a une valeur stratégique qui fait qu'à la sortie, parce qu'il faut raisonner sortie quand on investit en equity, il y aura des industriels pour racheter éventuellement l'actif. Et justement, une transition qui est parfaite sur le sujet que je voulais rapidement évoquer avec vous. Quelle est un petit peu aujourd'hui par rapport à ce marché, votre vision aussi sur l'évolution des valos, dans quelle mesure justement cette tension et ce marché très polarisé, quels sont aujourd'hui les impacts sur les valorisations? Est-ce que finalement cette baisse de transactions a entraîné également une baisse des valos? Est-ce que pas du tout, justement, le marché étant très polarisé, on assiste, on sait aussi à des valorisations extrêmement élevées sur certains secteurs? Comment est-ce que vous voyez un petit peu les choses? Benjamin, peut-être déjà? Alors, il faut distinguer le général encore une fois par secteur et par situation. En général, si on regarde l'indice Argos, on voit bien que depuis 2-3 ans, les transactions ont perdu entre 2 et 3 tours de multiples. Ça, c'est le constat général. Après, il faut voir aussi de quelle base on part. Puisque en sortie de Covid, sur les années 2021-2022, il y a eu une frénésie avec cet effet ressort, puisque pendant 6-12 mois, il s'est passé beaucoup moins de choses, puisque tout le monde était confiné chez soi. Et en parallèle de ça, c'était encore l'époque de la dette à taux zéro. Et donc, tout ça, bien sûr, a poussé des niveaux de valorisation qui ont été très, très hauts sur les années 2021-2022, qui ne sont pas forcément non plus une bonne base de comparaison si on regarde ça sur 10 ans. Et donc, aujourd'hui, ce que tu constates, c'est toujours des niveaux de valo très élevés, encore une fois, sur les actifs santé, sur les actifs tech, notamment. En revanche, les critères qui drivent cette valo sont un petit peu différents. C'est-à-dire que là où il y a encore 24 mois, on regardait beaucoup la croissance. Aujourd'hui, on va beaucoup regarder à l'inverse la résilience et la récurrence. Donc, tous les modèles très sticky, très d'abonnement, les modèles SaaS, sont des modèles qui aujourd'hui sont très bien valorisés. Ouais. Et on ne te demande plus d'avoir des croissances à 20-30%. Oui. Donc, on continue à avoir des opérations sur lesquelles les niveaux de valo sont très élevés. Mais c'est vrai qu'on voit aussi généralement plutôt une baisse et donc derrière un sujet de mismatch entre des attentes de vendeurs et la valeur qu'ils ont eux-mêmes dans leur book ou qu'ils ont payé il y a 4-5 ans et ce que le marché est prêt à offrir aujourd'hui. Michael, excuse-moi. Moi, je ne suis pas d'accord avec Benjamin pour le coup. Non, en fait, je pense que il y a comme dans tout marché, il y a des modes. Et chez nous, dans le monde du private equity, aujourd'hui, il y a des modes de verticales, des verticales d'activité. Donc, on peut prendre des exemples, mais tous les fonds, ils veulent leur courtier en assurance. Tous les fonds, ils voulaient, il y a
18-24 mois en arrière leur boîte en cybersécurité. Bon, maintenant, ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas faire de build-up, donc c'est compliqué. Et donc, en fait, il y a quand même cette classe d'actifs, elle est liée aussi aux verticales tendances. La tendance depuis 6 mois, c'est l'expertise comptable. Celui qui a moi, j'aurais rêvé d'avoir un cabinet d'expertise comptable. Je me serais mis sur le marché tout de suite, j'aurais fait mon cash out et je serais parti vivre aux Bahamas. Hein. Mais bon, les cabinets d'avocats, ça ne marche pas. Et comme il y a beaucoup de confrères autour de la table, je sais qu'il y en a certains qui sont intégrés dans des cabinets d'expertise comptable, mais on n'a pas les mêmes sujets de valo parce que nous, tout le cash qui est dans le cabinet, on vit avec, donc ce n'est pas le sujet. Mais voilà, en ce moment, la verticale, c'est l'expertise. Celui qui a un beau dossier d'expertise qui fait entre 5 et la lune d'EBITDA, je pense que Benjamin, il sera ravi de récupérer le dossier. Et d'ailleurs, beaucoup de dossiers se font en gré à gré en ce moment parce que c'est la peur à la frénésie des multiples. Et donc, sur ces verticales que je dirais de tendance, là, les niveaux de valo, ils s'envolent. Ils restent encore très élevés. Objectivement, il y a, Benjamin et moi, on est de la même génération. Il y a encore une dizaine d'années, quand quelqu'un payait plus de 10 fois les l'EBITDA, on disait il est fou. Aujourd'hui, quand on paye 10 fois les l'EBITDA, on ne paye pas cher, quoi. On est plutôt bon marché. Voilà. Donc, il y a quand même cette grosse tendance à avoir des verticales métiers. Pour une raison assez simple, c'est que, à mon sens, les fonds se disent, en réalité, s'il y a une verticale métier, la prochaine sortie, c'est peut-être un rapprochement de mon groupe avec l'autre groupe en face. Et il y a eu cette tendance-là sur à peu près tous les secteurs. Il y a eu en ce moment, c'est les vétos. Il y a aussi il y a eu les labos bio, il y a eu les radios, etc. Avec quelques casques, mais visiblement, le fait qu'il y ait eu des secteurs un peu sur le papier qui n'étaient pas exotiques, je pense aux centres dentaires par exemple. Aujourd'hui, les centres dentaires, c'est quand même très compliqué. Les business models sont compliqués. Et c'est pas pour ça que les gens se freinent sur les cliniques vétérinaires, par exemple. Je sais pas ce qu'en pense Benjamin là-dessus, mais voilà. Donc, à mon sens, sur ces sujets de valo, il y a quand même le très beau du panier, avec une difficulté quand même sur les très beaux actifs, c'est que tous ceux qui ont payé très cher, ils ne sont pas encore totalement enclins à sortir de leur ligne avec un multiple de revente qui serait inférieur au multiple auquel ils sont rentrés. C'est-à-dire que quand un fonds rentre à 15, 16 ou 17 fois les bidas dans un groupe, il a du mal à accepter aujourd'hui et à présenter à ses LPs qu'il a revendu le groupe à quelqu'un qui l'a payé 13 fois. Surtout quand on est en levée de fonds. Alors que le contexte de marché a beaucoup changé, puisque quand tu fais des analyses de création de valeur sur tes opérations, tu vois bien que déjà, quand tu regardes le Ribor aujourd'hui et le Ribor il y a 4 ans, tu as un effet création de valeur négatif. Et ça, c'est arithmétique. Donc, tu es rentré il y a 4-5 ans à un certain niveau parce qu'à l'époque, tu comptais ton facteur dette avec un Euribor à 0. Aujourd'hui, tu n'as pas ça. Et après, c'est vrai que par rapport aux effets de mode que qualifie Michael, on a beaucoup de demandes quand on travaille sur des opérations justement sur la comparaison. Si tu prends l'expertise comptable, beaucoup vont comparer à ce qui s'est passé dans la radiologie ou dans les vétérinaires. La différence peut-être aujourd'hui à laquelle on assiste sur l'expertise comptable, c'est que d'abord, les niveaux de valorisation ne montent pas aussi haut que ce que montait à l'époque la radiologie ou les vétos. Ça, c'est parce que EDR n'a pas encore fait beaucoup de dossiers d'expertise comptable. Ça va venir. Non, mais tu sais que sur l'expertise comptable, aujourd'hui, une plateforme de consolidation va se valoriser entre 12 et 13 fois. C'est le multiple qui est aujourd'hui agréé dans le marché. Là où sur la radio ou sur les vétos, tu montais à 15 fois et au nord de 15. Et donc, le delta de tout ça, il y a à la fois les facteurs structurels du secteur, puisque l'expertise comptable est un secteur probablement plus profond, avec un top 20 des acteurs qui peuvent constituer demain tes acquéreurs pour la participation. Là où, sur la radio ou sur le veto, tu n'as pas tellement de grands groupes que ça. Donc, tu as plus d'incertitude sur la sortie, cumulée à une dette plus chère, ce qui fait que tu montes un peu moins haut. Peut-être deux petits points à ajouter de mon côté, mais pour l'anecdote, je confirme ce que côté cessionnaire d'entreprise, close, nous on a rejoint le groupe LexisNexis en novembre 2021. C'est vrai qu'il y avait un effet sortie de Covid où en effet c'était
une période qui était intéressante. Mais au-delà de ça, dans les premiers clients qui ont été très actifs sur Closed dans la période Covid et post-Covid, on a eu dans nos premiers clients qui étaient des clients corporate, c'était des groupes vétérinaires. Et où en fait, des DAF de groupes vétérinaires trouvaient ça génial d'avoir une plateforme sur laquelle ils puissent centraliser toutes leurs acquisitions. Et moi, à l'époque, j'avais été assez, c'est un marché que je ne connaissais pas très bien, j'avais été assez étonné de voir cette activité bouillonnante d'acquisition et de centralisation, etc. Où en fait, en effet, il y a eu vraiment une période où, en tout cas nous, de ce qu'on voyait sur la plateforme, des acquisitions très très importantes de groupes vétérinaires. Peut-être un élément qu'on n'a pas forcément encore trop évoqué, c'est du coup très intéressant là, sur les valos. Je voulais parler peut-être un peu rapidement aussi de la place de la dette dans ces structurations. Comment est-ce que, alors justement, on parle maintenant enfin voilà, avec ces taux qui ont extrêmement évolué, pas nécessairement de façon positive sur les dernières années. C'est quoi un petit peu aujourd'hui la place de la dette dans les opérations de private equity, peut-être démarrer par Benjamin? Écoute, sur la dette, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, elle reste abondante, à la fois Ouais. côté établissement bancaire et côté prêteur privé, unitrancheur notamment. Donc, il y a de l'allant, il y a de l'appétit. Tu retrouves le même phénomène que sur l'equity, c'est-à-dire ce phénomène de polarisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les prêteurs ont beaucoup d'allant sur les secteurs santé, software, B2B services, notamment les prêteurs internationaux. Mais il y a vraiment un focus qui est fait sur la qualité du dossier et sur la qualité des revenus. Côté bancaire, ce qu'on constate chez EDR, c'est qu'il y a eu une évolution ces 6 derniers mois et on va dire ces dernières semaines. Ces 6 derniers mois, on voyait des banques qui avaient tendance à plutôt privilégier leurs clients existants et donc c'était assez compliqué de faire monter à bord des nouvelles banques sur un dossier. Donc on avait plutôt du pool existant sur lequel on utilisait et donc ils se sont fait prendre pas mal de dossiers par les unitrancheurs qui plus flexibles, plus rapides, plus d'allant. Là, on revoit de l'appétence pour les banques. Typiquement, là, on a finalisé l'opération Myrium. Sur Myrium, à la fin, un peu contre toute attente, ça finit en bancaire avec une offre très, très agressive de la part des banques qui se sont probablement dit qu'ils n'allaient pas se faire damner le pion une fois de plus par les fonds de dette privée. Là où, par contre, on retrouve de la prudence, c'est sur les structures. C'est-à-dire que sur les spreads, on a plutôt des offres assez agressives. Et d'ailleurs, on a eu sur des dossiers des offres unitranches avec des spreads inférieurs à 500 bips. En revanche, sur les quantums et les niveaux de levier, là, on revoit pas mal de prudence. C'est-à-dire des structures peut-être moins agressives, plus raisonnables que ce qu'on a pu voir en 2021, par exemple. Michael, peut-être ta vision, Ouais, toi, par désolé, rapport à c'est la... pas très élégant de zoomer comme ça sur mon écran, mais je suis un vieux monsieur et je lisais les questions qui apparaissent, mais du coup, je suppose qu'on les traite après. Oui, enfin, les questions, alors sauf si quelque chose vous interpelle et vous donne envie de sauter Non, dessus non, tout de non, suite, non, non, mais mais on peut... on répondra à la question de Patrick un peu plus tard alors. Tout à fait. Non, le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, il y a de la dette. Trouver de la dette, c'est pas difficile. Elle est un marché. En fait, on a tiré, je pense, les conséquences. On a été au bout des conséquences des années précédentes et les fonds sont extrêmement vigilants, font très attention au niveau de levier de dette qu'ils mettent en place, beaucoup plus qu'avant. Et ça, les banques s'en sont rendues compte. Je pense que c'est aussi cet élément-là qui fait qu'on a de la dette et de la dette de qualité. On a des vraies compétitions sur des beaux actifs. On a des vraies compétitions de poules bancaires où les banques se mettent se bagarrent les unes avec les autres pour proposer les meilleures conditions, pour avoir alors, la meilleure com quand on est MLA ou agent sur les dettes. Mais c'est vrai qu'on a de la bonne dette qui se négocie plutôt bien. Et puis surtout, on a arrivé, alors pour moi, avocat, on est arrivé à une période où c'est plus facile de travailler avec les banques et avec les avocats des banques.
sans doute aussi grâce à la signature électronique, mais c'est fini les nuits passées à lever des CPs toute la nuit avec des photocopies, etc. Par la signature électronique, on plug les docs et ça lève les CPs automatiquement. Ça a vachement rassuré tout le monde. On a moins de négo de dernière minute sur la doc bancaire, objectivement. Je parle de vraiment là, c'est pas sur le marché, c'est sur notre pratique à nous. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de confrères. Nous, on voit bien que c'est fini l'époque où on était vraiment à négocier encore les virgules et les points à 5 heures du matin et ensuite, il fallait faire la repro et les bandes de reliure notariale, etc. Tout ça, c'est allégé. Ça a donné un petit souffle. La dette, elle fait moins peur aujourd'hui parce qu'elle est moins dangereuse. Elle est moins dangereuse parce qu'on va en chercher moins. Et puis on a vraiment un marché qui s'est concentré en termes de dette. D'ailleurs, comme en M&A, hein, on a oublié d'en parler au début sur le bilan 2025. Alors, je peux en parler plus facilement que Benjamin, mais il y a une concentration des acteurs. Il y a une concentration des acteurs du M&A, il y a une concentration des fonds qui se rapprochent d'autres fonds ou de fonds étrangers. Et dans les banques, il y a une concentration dans notre secteur du SMID-Cap. On va dire que par principe, on parle avec 4, 5, 6 banques. Et que si ces 6 banques-là ne répondent pas, alors on va chercher des banques qui sont moins les usual partners. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que maintenant, on va systématiquement chercher et travailler avec les banques en local, en région, les banques des groupes, etc. De plus en plus. Et ça, les, les usuels suspects ou les usuels partenaires bancaires parisiens s'en sont rendus compte et du coup, ils sont obligés de s'aligner avec ces nouveaux acteurs de marché. Ok. Merci Ça t'a pas Mickaël. passionné ce que je viens de dire, hein. T'as un hockey un peu mou, hein. Non, si, mais en fait, j'étais en train de penser en parallèle à la suite, mais tout ce que tu dis est passionnant, tu le sais bien. Non, c'est pas très grave. Non, en fait, je pensais du coup, je me mettais un peu côté, alors côté fondateur et aussi côté manager. Moi, je sais que justement, pour revenir sur un point que vous aviez évoqué un petit peu plus tôt, j'ai pas mal de copains fondateurs aujourd'hui qui justement se retrouvent dans les situations que vous décriviez de fonds qui sont rentrés à des multiples, qui en fait aujourd'hui se retrouvent un petit peu potentiellement sont rentrés sur des multiples trop élevés, en fait se retrouvent un petit peu aussi bloqués. Donc des situations aussi sur des fondateurs ou des managers qui parfois se retrouvent un petit peu, bon, ça a toujours un peu arrivé ce genre de choses, mais se retrouvent bloqués sur des structures pendant un bout de temps. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est justement, voilà, peut-être justement sur le marché actuellement, votre vision aussi côté justement sur l'approche qu'ont aujourd'hui les fondateurs, les actionnaires, et puis également peut-être aussi parler un petit peu des manpacks si les choses évoluent par rapport à ça. Mais peut-être Benjamin, toi, je sais pas si toi justement ta vision un petit peu par rapport à ça, par rapport à l'approche aujourd'hui des fondateurs, est-ce que tu as vu une évolution dans les dans les personas, dans comment est-ce que les choses un petit peu, voilà, comment est-ce que les gens bossent aujourd'hui? Écoute, oui, bien évidemment, on voit des évolutions. Je commencerai par dire qu'on voit des fondateurs et surtout on voit une classe d'entrepreneurs beaucoup plus jeunes. Aujourd'hui, il y a pas mal de success stories sur le monde du LBO avec des entrepreneurs qui sont encore dans la trentaine, qui ont monté des business qui sont allés très très vite, qui se parlent pas mal entre eux, notamment par l'intermédiaire du LBO Club, et donc qui se rencardent entre eux sur les pratiques des uns et des autres. Donc on a une population aujourd'hui d'entrepreneurs fondateurs qui est beaucoup plus éduquée qu'avant et qui a ce forum, il y en a d'autres, sur lesquels ils échangent. Après, les situations de blocage que tu évoques, elles sont bonnes pour personne. Elles sont probablement beaucoup plus subies que voulues. Puisque le but d'un fonds, c'est de faire tourner sa participation et c'est pas de bloquer à tout prix un fondateur. Et c'est là, pour revenir à ce qu'on disait un peu plus tôt, qu'on a constaté l'émergence notamment de ces fonds dits flex ou sponsorless qui permettent un peu là-dessus de répondre à la question avec, encore une fois, une sensibilité à la valorisation probablement moins élevée et des outils qui permettent de relever l'équipe de management et donc d'aligner un peu tout le monde sur ces sujets-là.
Est-ce que L'autre, vous entendez, Benjamin, il y a quelqu'un sur le chat qui dit qu'on ne t'entend plus. Ouais. Est-ce que Thomas, il y a je que pense, Thomas qui ne nous entend pas ou je pense que c'est Thomas qui doit probablement réactiver Mm. ses enceintes. qui n'a pas payé son abonnement Internet, donc il est avocat. Non. C'est la crise en Et, ce moment pour nous. et l'autre sujet, c'est l'alternance de nouveaux modes de sortie, avec notamment l'avènement des fonds de continuation qui viennent des pays anglo-saxons, qui avaient déjà commencé, mais pour lesquels on a vu une accélération. Et les fonds de continuation peuvent aussi constituer une alternative en termes de sortie pour se redonner de l'air, se redonner du temps, soit sur une société qui n'a pas forcément délivré comme elle l'a voulu, parce que, comme tu dis, on est entré sur des niveaux très élevés, et le process a ce mérite qui permet de cranter un prix de marché à l'instant T, et de repartir, pour ceux qui le souhaitent, d'en réinvestir dans un nouveau véhicule, mais sur une société qu'ils connaissent. Donc ça, c'est une alternative aussi qui est assez prisée aujourd'hui, et qui prend de plus en plus de place. Michael, peut-être toi, ta vision sur ce sujet? Ouais, c'est vrai que les fondateurs, ils se sont sophistiqués aujourd'hui. Ils sont très, très, très connectés. Ils savent mieux que nous. Déjà, le LBO Club fait beaucoup de bien, mais fait aussi beaucoup de mal parce qu'il distille des conseils qui sont ni des conseils de banquiers d'affaires, ni des conseils d'avocats, ni des conseils de notaires. Donc, la difficulté, c'est un peu comme nous quand on est sur un dossier et qu'on a un des dirigeants ou un des ou un des cadres qui a sa sœur qui est un confrère ou qui a le copain ou le petit copain de sa fille qui est avocat, il a toujours une bonne idée en disant mais pourquoi il n'y a pas un tac total en cas de avec des choses improbables. Bon. Non, nous ce qui est apparu quand même là en ce moment, c'est le bouleversement du management package. C'est-à-dire que la jurisprudence récente, plus toutes les discussions qu'il y a actuellement, font que ce qui était le Graal et qui faisait la qualité de l'offre, c'est-à-dire le manpack, n'est plus aussi clivant. Voilà. Euh, pour deux raisons, c'est que déjà, il y a ce fameux multiple projet de 3 fois qui plafonne les manpacks en termes de fiscalité. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui, mais on en a déjà discuté avec Benjamin, et je pense qu'il va être d'accord avec moi, on se retrouve maintenant avec des Toujours. manpacks qui démarrent très tôt. Ouais. Très tôt. C'est-à-dire qu'avant, les manpacks démarraient autour de 2 et 2 plus. Aujourd'hui, on a des manpacks qui démarrent à 1,6, 1,7, alors avec des modalités de rétrocession assez faibles, hein, des montants de rétrocession assez faibles, mais très tôt, parce que dans l'imagerie collective, quand même, à donner un beau manpack, c'est-à-dire qui se déclenche tôt et qui rétrocède beaucoup, c'est un élément de qualité de l'offre et de croyance dans. C'est pas beau du tout la croyance. De vision de l'accroissement du groupe avec les fondateurs et les dirigeants. Mais ça, c'est un premier élément. Et c'est là aussi où les fonds sponsorless ou flex equity sont démoniaques. C'est que eux, ils ont un système de relution automatique qui fait que ça plie en deux tous les manpacks, quoi. Donc ça, c'est un gros élément. Et puis, on a revu dans les deals, historiquement, nous, on fait beaucoup de deals minoritaires. On a revu dans les deals minoritaires l'apparition de faculté de pouvoir révoquer les fondateurs en cas de faute grave ou lourde, et la faculté aussi d'avoir parfois des liveurs, ce qui est encore assez rare, euh, parce qu'on est passé d'un marché où le fondateur majoritaire était intouchable à des situations dans lesquelles on s'est rendu compte que soit la société allait moins bien, soit la société était en hyper-croissance et le fondateur était dépassé par son hyper-croissance. Et du coup, les fonds se sont un peu équipés aujourd'hui parce qu'il est plus fonds friendly. Pour se protéger contre certains risques de départ de fondateurs ou de crise de la cinquantaine ou la quarantaine. Voilà. Mais ça, c'est une grosse tendance qu'on a, c'est que c'est fini les fondateurs majoritaires qui étaient totalement irrévocables, alors même qu'ils disparaissaient pendant 6 mois pour faire le tour du monde sur un voilier. Ce qu'on a tous, on a tous une anecdote à peu près commune qui a dû arriver, où après avoir fait son cash out, le fondateur nous dit, bon, en fait, j'ai décidé de faire un tour du monde avec ma femme et mes enfants. Et là, les fonds se retrouvaient seuls
avec une société dont ils ne peuvent pas virer ou prendre la main sur la direction. Et voilà, donc ça s'est un peu équipé. Et il faut reconnaître que nos confrères qu'on voit régulièrement sur les opérations, il y en a un ou deux dans les participants que je connais un petit peu d'ailleurs à ce titre, on arrive à normer un petit peu cette fameuse pratique de marché. En fait, sur ces sujets-là. C'est des enjeux aussi. Donc là, on parle beaucoup de fonds, mais donc nous, pour avoir rejoint un corporate dans le cadre d'une acquisition à 100%, c'est aussi des enjeux qui sont aussi gérés différemment suivant la maturité M&A des groupes et suivant voilà, qui sont pas forcément toujours évidents, c'est-à-dire la volonté d'un côté de se dire et j'aimerais bien qu'il reste pendant un bout de temps, le fait aussi de se dire oui mais à tout moment il faut que je puisse appuyer sur le bouton si en fait tu fais pas bien le boulot, et à la fois la gestion de juridiquement le fait d'être à l'aise avec des clauses de protection des vendeurs sur les earn-out, sur les compléments de prix, etc. Où finalement on dit ok bon ben faut qu'il ait quand même une certaine liberté. Alors que bon, pour autant, c'est quand même potentiellement un peu en déséquilibre complet par rapport au fait que la société vient d'acheter une boîte à 100%, qu'il n'y a pas de sujet, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc on l'a constaté aussi, ce genre de sujet. Ouais, tu vois des industriels proposer des systèmes de man-pack à l'échelle de la filiale qui est rachetée en tout ou partie. Et pour rebondir sur ce que disait Michael sur la gouvernance, je suis complètement en ligne. Aujourd'hui, l'exercice du man-pack, il est de plus en plus normé, avec ce tunnel qui va évoluer entre, en effet, les 1,6, les 1,7 et les 3 fois. Et c'est plus une question d'allocation à l'intérieur du tunnel que vraiment d'exploser le tunnel, parce qu'aujourd'hui, fiscalement parlant, tu as de moins en moins d'intérêt à regarder le très haut de la courbe. C'est moins intéressant. Et également, par rapport à ce qu'on disait plus tôt, comment tu inscris les man-packs dans tout ce qui est profession réglementée. On a parlé des vétos, des radios, des experts comptables. Et là aussi, tu as des sujets de structure parce que tu as pas mal de contraintes, notamment au niveau des ordres. Et donc, derrière, il faut arriver à calquer un man-pack sur ces structures. Ce n'est pas toujours non plus complètement évident dans des métiers où ceux qui font le chiffre d'affaires sont également les actionnaires, au sens production. Mais nous, c'est ce qu'on dit souvent lorsqu'on échange sur ces sujets, c'est quel est le cahier des charges? Quel est le cahier des charges que vous demandez au fonds? Quel est le cahier des charges que vous demandez au fondateur? Quel est votre projet? Et si le projet, le cahier des charges, il est clair, c'est pas compliqué de justifier qu'on veut protéger l'atteinte d'un earn-out ou on veut protéger le fonds contre un comportement totalement inconsidéré d'un dirigeant. Donc, le problème, c'est que souvent, on est pris dans une spirale de process qui fait qu'on n'a pas le temps d'échanger sur ces sujets-là. Et donc, on reçoit des term sheets de pacte extrêmement agressifs dont on se dit, c'est quoi le but? Est-ce que le but, c'est de faire un markup ou est-ce que le but, c'est de rentrer en exclusivité? Bon, si c'est de rentrer en exclu, on va être efficace sur le markup, mais tout ça fait qu'on peut mal interpréter des éléments. Et nous, très souvent, on invite les fonds ou les fondateurs lors des derniers coffee meetings ou apéros, dîners avant la remise des offres, de demander quel est le cahier des charges. Est-ce que ça le choque? Est-ce que ça te choque, toi, fondateur, que je puisse te virer si tu disparais pendant 2 ans? Si tu tapes dans la caisse et que tu finances toute ta vie personnelle sur la société. Et dans 99% des cas, ils disent non, mais j'ai jamais voulu ça, on m'a proposé et puis j'ai dit que c'était bien, quoi. Si ça passe, ça passe. Alors, je pense qu'on est parfaitement dans les temps pour peut-être aborder un petit sujet de perspective et de conclusion avant peut-être de regarder les quelques questions qu'il y a pu avoir et qu'il y aura sur le chat. Du coup, Benjamin, peut-être en démarrant de ton côté, voilà, on arrive sur la toute fin de l'année. Comment est-ce que tu vois les choses? Comment est-ce que tu vois un peu ton année 2026 et quels seront pour toi peut-être les gros enjeux de tes équipes et de ton activité? Écoute, on est raisonnablement optimiste pour 2026. D'abord parce qu'on reste très convaincu qu'à un moment donné, il va y avoir un effet mécanique, un effet ressort, de la même manière que ce qu'on a vu en 2020 avec une compression du marché pendant quelques mois qui ensuite s'est détendue. Il y a un moment donné, il va bien falloir que les portefeuilles tournent.
Et donc, par rapport à ce que disait Mickaël tout à l'heure, le vrai sujet, c'est l'équilibre entre les attentes vendeurs-acheteurs, où à un moment donné, il faut que ça tourne. Si le marché ne t'offre plus le multiple d'il y a 4-5 ans, il n'y a pas d'autre choix que de constater ça. Après, comme on disait, il y a des solutions alternatives type fonds de continuation, mais ce n'est pas non plus une garantie de retrouver les mêmes multiples qu'en 2021. Donc, nous, on table sur une reprise du marché, probablement plutôt S2, avec aussi la ligne de mire qui va être l'élection présidentielle en France en 2027. On sait de manière empirique que les années d'élection sont rarement des grands millésimes pour le M&A. Et donc, ça, cumulé au fait que pas mal de fonds ont quand même des réserves de poudre sèche assez élevées et donc vont avoir besoin de déployer, on se dit qu'entre ceux qui ont besoin de faire des deals et ceux qui ont besoin de vendre, il y a un moment donné, le marché va naturellement converger, surtout que, comme le disait Mickaël, la dette reste très abondante et sous toutes ses formes. Donc écoute, on est raisonnablement optimiste sur 2026. Maintenant, il faudrait un petit peu de stabilité, notamment en France, sur le cadre fiscal et législatif. Mickaël, est-ce que tu partages cet optimisme Moi, raisonnable? si EDR est raisonnablement optimiste, je suis raisonnablement optimiste qu'ils vont nous solliciter. Donc, non, je pense qu'on va avoir un S1. Nous, on le voit. Alors, on est quand même appelé un peu tard, mais on a quand même les remontées d'infos. On a le sentiment qu'il y a une volonté que ça redémarre en S1 2026, mais c'est encore un peu lent. On voit bien qu'il n'y a pas tant d'IM que ça de qualité qui sont partis. Il n'y a pas tant d'actifs qualitatifs dont tout le monde parle. Donc voilà. On voit par contre, nous, une nouvelle tendance qui est le private equity un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que des fonds d'investissement qui prennent leur bâton de pèlerin et qui vont chercher des sociétés eux-mêmes, qui des intermédiaires eux-mêmes, etc. Donc ça, c'est plutôt bien, mais ça prend du temps. Objectivement, 2025 a été une année de transition. 2026, je pense qu'elle va se prolonger sur début 2026 et que on espère qu'on a tous en tête quand même que le S2 2026 sera le rebond, quoi. Et moi, objectivement, je suis moi aussi raisonnablement optimiste pour une raison assez simple, c'est que il y a quand même des sorties à faire. Sur les sorties, les opérations de 2020 et de 2021 ne sont pas encore débouclées. Donc elles doivent revenir sur le marché, c'est le moment, même si le marché est moins prêt. La deuxième, c'est qu'il y a de l'argent. Les fonds ont de l'argent. Et les fondateurs ont envie de sécuriser leurs opérations avant l'élection présidentielle. Ce qui peut donner une sorte de booster début 2026. Mais voilà, c'est à peu près ça. Merci beaucoup, Mickaël. Merci, Benjamin. Je vous propose du coup qu'on conclut un peu cette petite session par voilà, je crois qu'il y a quelques petites questions. La première, c'était celle de Patrick un peu plus tôt, qui faisait référence à une JP du Conseil d'État de 2023 sur les montages mis en place par les fonds dans les sociétés, chez les vétos. Si je dis pas de bêtises, en fait, ça a été le Conseil d'État qui a confirmé dans plusieurs arrêts la possibilité pour l'Ordre national des vétérinaires de radier des sociétés d'exercice vétérinaire lorsque leur statut ou pacte d'associés ne garantissent pas un contrôle effectif par des vétérinaires. Et donc, je pense que la question, c'était est-ce que vous aviez vu, parce que vous parliez notamment alors c'est une question très, très précise, mais est-ce que vous aviez, est-ce que vous avez un élément par rapport à ça? Est-ce que vous avez vu que ça a eu un impact sur le volume d'opérations dans le secteur? Moi, je n'ai pas le sentiment que ça a eu un impact dans le secteur. Ça a sans doute permis de normaliser la documentation juridique qu'on fait. C'est quand même très, très difficile ces opérations dans des professions réglementées avec des ordres qu'il faut contacter. Lorsque vous parlez avec le H2A pour les commissaires aux comptes ou avec l'ordre des experts comptables, ils sont très, très, très inquiets de la financiarisation de leur métier, notamment lorsqu'ils ont des codes de déontologie qui sont soit médicaux, soit pour les commissaires aux comptes de neutralité. Mais le problème aussi, c'est que il y a des élections ordinales, que les métiers se financiarisent et que les membres de ces commissions ordinales sont eux-mêmes des vétérinaires, experts comptables, commissaires aux comptes, médecins, etc. Donc voilà.
je pense qu'il y a pu y avoir des opérations un peu à la hussarde, mais c'est un peu moins le cas aujourd'hui et on est tous extrêmement vigilants. En tout cas, nous, quand on nous sollicite et quand on voit des dossiers avec des confrères sur les montages. Donc, pour répondre à Patrick, moi, je n'ai pas vu moins d'opérations depuis 2023. Au contraire, j'en vois un peu plus là depuis quelques temps. Merci, Les, Mickaël. les dérives peut-être de 2023 sur ce secteur-là, c'était plutôt des dérives de l'ordre financier, dans la façon dont les chiffres étaient présentés, avec souvent des effets de run rate poussés à l'extrême, où vraiment on avait tendance à présenter les chiffres comme si tous les voyants allaient se mettre au vert, et là-dessus, la réalité derrière nous a rattrapés, et on a vu qu'il y a pas mal de ces run rates qui n'ont pas été réalisés. Et donc aujourd'hui, on voit bien dans la conduite de ces dossiers, parce que ça reste des dossiers sur des problématiques très retail, parce que tu vas regarder cabinet par cabinet. On voit bien qu'aujourd'hui, on tempère énormément cet effet run rate. C'est-à-dire que vendre du pro forma, dire je fais l'acquisition d'un cabinet le 30 juin et je ramène sur 12 mois que je n'ai pas dans mes comptes la cible rachetée, ça passe. Rajouter là-dessus la deuxième couche en disant je vais bénéficier de synergies fantastiques sur des professions qui restent des professions libérales. La réalité a montré que ce n'était pas toujours le cas. Merci Benjamin. Alors une question peut-être, alors je ne sais pas si c'est du coup c'est intéressant, je ne sais pas si c'est des secteurs sur lesquels vous êtes déjà intervenu l'un ou l'autre, mais Déborah demandait dans quelle mesure, enfin est-ce que vous avez déjà eu des expériences sur des financements de fonds dans le secteur du jeu vidéo? Alors je ne sais pas du coup Déborah derrière la question, quel était s'il y avait une vision plus précise mais peut-être intéressant, Benjamin, Mickaël, est-ce que vous êtes déjà intervenu sur des opérations sur le secteur du jeu vidéo? Moi, j'en ai fait par le passé, à l'époque où la tech et où Internet, et notamment toutes les plateformes des devices mobiles sont apparues. En réalité, les fonds d'investissement, ils investissent dans tout et ils investissent dans rien. Leur métier, c'est pas d'être des banquiers. En tout cas, les fonds d'investissement avec lesquels nous on parle dans le capital développement, et nous on l'explique souvent, ce ne sont pas des banquiers. Ils ne sont pas là pour prêter de l'argent. Ils sont là pour aller chercher des projets rentables, faiblement ou très rentables, avec de la croissance et de participer au développement du groupe. C'est ça leur projet. Donc, financer un jeu vidéo ou financer un film, c'est pas le cas. Il y a des fonds qui sont dédiés à ces activités-là, qui prennent le risque qui va avec, qui prennent des parts de copro. Je connais un tout petit peu le secteur, donc qui prennent des parts de copro dans les projets, etc. Ça a quand même été historiquement plutôt des fonds de venture avec les protections qui vont avec pour eux dans leur investissement que des fonds de private equity. Après, quand dans les très grosses, et je pense que Benjamin sait ça mieux que moi, dans les très grands groupes de jeux au sens large, de gaming, que ce soit le gambling, les jeux type les jeux de société, etc., il y a des très belles opérations, des très belles success stories. Donc, ensuite, on peut passer au point d'André qui, lui, posait une question un petit peu plus globale, qui peut être adressée par Benjamin, où il indiquait que sur 2026, il constatait, côté fondateur-vendeur, des volontés certaines au regard. Alors, des volontés certaines, André, je ne sais pas exactement, mais bon, j'imagine que du coup, c'est en lien avec le risque politique. Donc, il dit qu'en est-il côté fonds et financiers, qu'il a moins de recul sur la stratégie 2026. Mais donc, j'imagine, c'est un peu, Benjamin, en lien avec ce que tu disais sur les années de. Tiens, André, d'élection, ouais. Ouais. Oui, on se retrouve à la croisée de deux chemins. Comme disait Mickaël, il y a le débouclage des opérations 2021-22, où il n'y en a pas eu autant que ce qu'on voudrait, et donc à un moment donné, il va bien falloir qu'elles arrivent, cumulé avec derrière ce mur que constituera l'élection présidentielle, parce que peu importe le résultat, on n'est pas ici pour faire de la politique, mais une élection crée toujours une incertitude. Et donc ça, c'est ce que les fonds aiment le moins. Et donc, on a cette deadline sur mai 2027 avec l'élection du printemps. Et donc, derrière, le sujet de déboucler les opérations avant. Et donc, c'est pour ça qu'on table sur probablement un rebond de l'activité en 2026. Ok, merci beaucoup, Benjamin. Et peut-être pour conclure, la réflexion d'Athème qui dit « Vous soutenez que l'argent est disponible, mais est-ce que l'argent est principalement français, européen ou autre ?»
Oh, il est de tout, hein. La Ouais, France Ouais, reste de un tout. marché la France reste un marché de qualité, hein. On a ouais, beaucoup, il y a un tissu industriel profond. Il y a des sociétés qui sont, pour l'ensemble, extrêmement bien gérées. Il ne ouais, faut pas avoir honte de dire que les managers français sont probablement les meilleurs au monde, et on voit bien que les boîtes en France sont très bien tenues. ouais. Donc, il y a des capitaux qui investissent en France. L'argent peut être français, et ça, c'est vrai que c'est plutôt l'apanage des banques, même si on voit quelques fonds de dette privée français émerger, hein, Ardian, Tikeo et Mm. autres. Et après, donc, il y a pas mal de capitaux internationaux qui viennent investir en France, mais sur des secteurs particuliers. Typiquement, la French Tech, oui, la French Tech plaît beaucoup, et on Ouais. voit énormément de capitaux étrangers investir dans les sociétés françaises. Et peut-être justement le mot de la fin, tu parles de French Tech, il y a un terme qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, qui est le buzzword des années à venir, c'est l'IA. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà du fait peut-être, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, les fonds, tout à l'heure tu parlais encore de l'appétence des fonds pour le SaaS, est-ce que clairement l'IA est devenu le modèle indispensable, ou est-ce que finalement ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres qui est apprécié par les fonds? Est-ce que vous avez aussi une vision un peu par rapport à ça? Peut-être Benjamin déjà. Il y a beaucoup de fantasmes. Je sais pas si vous Ouais, m'entendez, parce que si l'ordinateur on me dit que t'entend, je suis déconnecté, mais non. on t'entend. OK. Il y a beaucoup de fantasmes aujourd'hui autour de l'IA. Alors, il faut savoir que l'IA, c'est pas nouveau, hein. On en Ouais, parle beaucoup, comme tu dis, c'est un buzzword depuis quelques mois, années, mais ça fait longtemps que ça existe. Donc, la question, c'est de quoi on parle quand on parle d'IA. Ce ouais, qui est sûr, c'est que tu as des métiers, des secteurs sur lesquels tous ces outils, parce que l'IA est avant tout un outil, vont ouais, permettre d'automatiser des tâches à assez faible valeur ajoutée. C'est-à-dire des choses qui étaient faites par une multitude de petites mains. Aujourd'hui, tu as la machine qui va te faire ça beaucoup plus vite. Je suis assez sidéré quand tu rentres dans ChatGPT des rapports de VDD ou des SPA d'avocats, de lui demander de te sortir la synthèse. Il te sort des choses assez justes. C'est pas parfait, mais c'est assez juste. Donc, le vrai sujet, c'est quels métiers vont être impactés. L'exemple le plus frappant qu'on voit dans les opérations aujourd'hui, c'est les métiers du conseil. Conseil au sens ouais, large. ouais. Sur les métiers du conseil, si tu ne prépares pas ton équipe de management à ces questions-là, s'ils n'ont pas une vraie réponse, une vraie task force dédiée, des vrais case studies de comment ils Mm, intègrent l'IA dans leur métier, tu as beaucoup d'investisseurs qui vont dire ça reste des people business faible valeur ajoutée et qui n'iront pas. mm, Et nous-mêmes, d'ailleurs, dans la banque d'affaires, on le voit aujourd'hui, on intègre de plus en plus ces outils d'IA. mm, Que ce soit pour des choses aussi basiques que la relecture de documents, spotter les fautes d'orthographe, corriger l'anglais quand tu fais des documents en anglais, que l'analyse de documents, sors-moi les 10 questions clés. mm. Un ami associé dans un des grands cabinets de TS de la place de l'autre jour m'expliquait comment ChatGPT lui avait fait une analyse de BFR normative qui était juste à 90%. Ouais, Pas complètement, mais c'est en effet assez bluffant ce que la machine arrive à faire aujourd'hui. ouais. Maintenant, ça reste un outil, hein. Michael, peut-être ta vision aussi sur l'IA en conclusion? On n'est pas bon, nous, avec l'IA. Franchement, non, mais on n'est pas bon. En tout cas, les acteurs comme nous, qui sont des boutiques, on va pas investir dans de l'IA, on investit dans de l'homme, on forme des équipes, etc. Je pense Mm, que ça sert. Moi, je l'ai fait le test, hein, honnêtement, il y a pas longtemps. On a reçu un pacte d'actionnaires longue forme et on avait fait le term sheet de pacte. On a demandé à ChatGPT Pro de nous faire le compare. Il a sorti des trucs intéressants, pas tout bon, mais intéressants. Objectivement, je pense que l'IA pourra jamais faire ce webinaire. Bah, Non, mais j'espère, c'est vrai. j'espère, Je, je- j'espère, je pense. j'espère non. Après, est-ce qu'il pourra nous aider à être meilleurs? Sans doute. Je pense que c'est un outil qui est quand même très, très pratique. Euh, je parle pour nous. Nous, on a quand même. C'est comme les closings, en fait. C'est bien beau de faire des closings virtuels, mais les fondateurs, les fonds d'investissement, ils ont besoin de pouvoir tourner la tête et nous poser une question, nous demander si on n'a pas oublié ce point-là, si on a bien vu ça, etc. Et c'est pareil lorsqu'on rédige, etc. Ça, je pense que c'est très tendance. Il y a des grands cabinets de la place, des grands cabinets français qui développent leurs propres outils. J'ai envie de leur dire, mais à quoi il va servir votre outil en fait?
C'est ça ce que je comprends pas. Est-ce que l'objectif, c'est on croule sous les CV parce que et les avocats qui sortent des écoles de formation d'avocats du barreau ont du mal à trouver du boulot, ils ont du mal à se nourrir, si on enlève le monde magique du private equity parisien. Et à côté de ça, on explique qu'on va faire des IA qui vont faire mieux les PV d'approbation de compte que nous, sans doute. C'est pas ma conception en fait des valeurs humaines et de la vie et de mon métier. Ouais. Donc je suis Non, un peu mais réservé sur l'IA. en effet, en plus aujourd'hui, tu as, alors si on vient là du coup sur le côté juridique, hein, pour le coup, IA juridique que je connais bien, il y a aussi énormément d'acteurs qui aujourd'hui ont obtenu des très 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 gros financements et il y a Mmh. quelque chose qui est assez intéressant aussi et je sais pas trop où est-ce que ça va aller, c'est finalement des acteurs qui ont obtenu des énormes financements, mais finalement sur des marchés qui sont pas si gros que ça. Et donc à un moment donné, voilà, je veux dire que un cabinet d'avocats va pas payer 400 000 euros pour enfin ma vision, sur des logiciels, juste sur une niche, une partie de son Ah, boulot. Et aujourd'hui, nous, on voit que c'est des logiciels qui arrivent sur des marchés avec des pricing qui sont délirants, qui finalement vont s'adresser uniquement à des très gros cabinets. Et donc dont finalement les budgets sont à un moment limités, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir, on va pas dépenser 75% de son revenu dans la tech. Donc assez aligné. Pour autant, je pense qu'il y a des choses qui en effet potentiellement vont être de plus en plus intéressantes dans les années à venir, dans l'aide au drafting notamment, dans la partie un petit peu accélération de est-ce que je suis capable de sortir une première version d'un contrat très rapidement, voilà, parce que finalement, ça pourra aussi avoir je dirais, dans la facturation, l'intérêt de pouvoir dire, je passe peut-être un peu moins de temps sur des choses où j'aurais peut-être plus de mal à facturer aujourd'hui de toute façon, quoi. Donc, ce sera peut-être cet équilibre-là. Mais en tout cas, un très grand merci à Benjamin et Mickaël de s'être joints à nous ce matin. Encore une fois, 17 décembre, je sais à quel point vous êtes très très occupés, donc je vais vous laisser retourner à vos opérations, à vos closings. Et en effet, Guillaume, je pense que le but, c'est de ne remplacer personne. Voilà. Et je pense que ouais, ça, non, nous on remplacera personne, non, ça c'est non. sûr. Alors, le but, ce Mais sera de focaliser les gens sur les tâches à plus grande valeur ajoutée. ouais, Parce qu'aujourd'hui, le ouais, sujet, c'est la profusion d'informations. C'est que moi, je vois par rapport à il y a 20 ans, quand j'ai commencé, il y a beaucoup plus d'informations disponibles. Maintenant, cette information, elle n'est pas toujours propre. Et ouais. ça, la machine, elle a quand même du mal aujourd'hui à nettoyer l'information parce Ouais. que, comme disent les anglo-saxons, shit in, shit out. Si tu la nourris mal, elle va forcément te ressortir quelque chose qui ne donnera pas satisfaction. Ouais, ouais. Mmh. Très, très bien Mmh. dit. Très, très beau mot de conclusion, Benjamin. En tout cas, merci beaucoup également à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Bon courage pour la fin de l'année et du coup, très, très bonne fête et bon congé. Et voilà, merci encore Benjamin et Mickaël et à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci de nous avoir reçus. Merci. À bientôt. Ah, au revoir.